Après une fin d'année 2018 aux abois, 2019 réserve son lot d'embûches à Emmanuel Macron. Après une allocution pour la nouvelle année déconnectée de la réalité, les dossiers brûlants en cours et les nouvelles réformes devraient encore venir amincir la popularité du président, au point que de plus en plus de commentateurs s'interrogent sur sa capacité à diriger encore la France. Après avoir annoncé avec fracas le départ des troupes américaines de Syrie, le président américain modère son discours. Le retrait des troupes sera progressif et Donald Trump semble prêt à donner des gages aux néoconservateurs. L'association Vigilance Halal assène un coup dur au business de la viande halal. Après un non-respect de la tenue des livres de commande, les dérogations autorisant les abattages rituels des établissements de Seine-et-Marne ont été suspendues en appel par le tribunal administratif. Une victoire judiciaire qui annonce un véritable bouleversement pour cette pratique qui navigue dans un océan de laisser-faire. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de passer à l'actualité, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Une année qui sera sans doute compliquée pour Emmanuel Macron. L'allocution du réveillon aura une nouvelle fois prouvé la déconnexion de la réalité du président de la République. Méthode Coué, art du paradoxe et autoritarisme, le cocktail de communication aura du mal à relever les défis de 2019. Emmanuel Macron passera-t-il l'hiver avec un nombre de défis et de crises à gérer incalculables? Le président de la République commence 2019 sous haute pression. Alors que son dernier discours à l'intention des Gilets jaunes voulait paraître compréhensif et apaisant, les vœux pour la nouvelle année ont pris la tangente. Debout, face à la caméra, Emmanuel Macron a voulu visiblement quitter la traditionnelle posture derrière le bureau présidentiel, à croire que l'image sonne dorénavant trop faux pour l'incarner. Au fil des 16 minutes d'allocution, le but était sans doute de montrer encore de la combativité malgré l'adversité. Objectif atomisé, puisqu'en fait de combativité et de volontarisme, la plupart des Français aura davantage perçu une forme de raideur autoritariste. Si l'on se fie au discours d'Emmanuel Macron, les réformes conduites par son gouvernement sont bonnes, mais trop lentes. De quoi accélérer la marche et la manœuvre. Un entêtement qui laisse perplexe dans cette situation explosive depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Après s'être félicité du système de prise en charge français, Emmanuel Macron n'était pas loin de traiter les Gaulois réfractaires d'ingrats. À défaut, le président s'est laissé aller à d'autres outrances. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Une outrance qui aura sans doute beaucoup plu à tous les gilets jaunes qui restent mobilisés malgré le démantèlement de plus en plus de ronds-points en province. Il faut dire que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a visiblement décidé de faire des gilets jaunes l'ennemi public numéro 1. La crainte d'une mobilisation lors du réveillon sur les Champs-Élysées l'a d'ailleurs poussé à faire des déclarations particulièrement compréhensives à leur égard. Ce que je note, c'est la volonté de nuire des Gilets jaunes, qui aujourd'hui ne sont plus dans la manifestation, mais dans la volonté de nuire avec cet objectif d'empêcher les forces de l'ordre d'être efficaces. Je le dis très clairement. Celles et ceux qui, ce soir, obligeront nos forces de l'ordre à se déplacer, par exemple, du périmètre des Champs-Élysées, où près de 300 000 personnes sont attendues et doivent être sécurisées, prendront le risque de menacer la sécurité de ceux qui viendront faire la fête, comme traditionnellement nous le faisons à Paris, sur les Champs-Élysées. Les Gilets jaunes n'avaient d'ailleurs pas manqué d'écouter les messages de l'exécutif avant de se rendre sur les Champs-Élysées. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Monsieur Macron, les Gilets jaunes, on n'est pas des homophobes, on n'est pas des antisémites, on n'est pas des racistes, on n'est pas tout ce que vous dites. On n'est pas tout ce que vous dites, on est des citoyens, on va voter, on se lève le matin, on va travailler. Vous nous entendez pas? Ben, vous allez bientôt encore nous entendre, on sera encore là, toujours. On n'est peut-être pas nombreux comme vous dites aujourd'hui, mais on est partout en France. Faut pas juste compter ici, on est partout. Et vous verrez, monsieur Macron, vous allez céder. On pense que les Gilets jaunes, ils peuvent propager une bonne onde à l'international de révolte contre les élites et contre l'argent. Et surtout pas que ce soit récupéré par l'extrême droite, cette merde. Bordel. Ah ouais, surtout pas par l'extrême droite. Je peux plus me taire. Plus personne peut se taire. Il y en a assez. Non, il y en a assez. Je peux plus me taire.
plus ça va aller, plus vous allez en baver, quoi. C'est vrai, hein. C'est vrai, vous allez en baver. La mobilisation est donc bien loin d'être morte et 2019 arrive avec son lot de réformes impopulaires, de quoi raviver les esprits qui s'éteignaient avec le temps. Pour cela, on peut notamment compter sur le prélèvement à la source qui arrivera avec la première fiche de paie de la nouvelle année. La réforme, particulièrement compliquée à réaliser avec le système fiscal français qui se calcule sur les foyers, devrait donner lieu à un nombre d'erreurs vertigineux et l'arrivée du salaire amputé contribuera à renforcer le sentiment de ne plus pouvoir joindre les deux bouts. La réforme sur les indemnités du chômage aura sans doute aussi son lot de conséquences, à l'instar de la refonte des retraites vers un système général. Pour autant, rien n'indique que l'Emmanuel Macron, affaibli et désavoué, puisse conduire son agenda comme il l'entend. Comme François Hollande en son temps, peut-être devra-t-il se contenter de balbutiements sociétaux pour faire croire à l'illusion du changement. En attendant, l'épreuve des élections européennes sera elle aussi ardue pour Macron, avec ses partenaires européens en perte de vitesse comme Theresa May et Angela Merkel et une montée des partis qui critiquent Bruxelles. Le prochain scrutin ne devrait pas permettre au président français de reprendre une bouffée d'air frais. Donald Trump calme le jeu en Syrie. Après une annonce fracassante du retrait des troupes, le président américain a tempéré ses propos, de quoi calmer son aile néoconservatrice. Olivier Frère-Jacques. There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal of U.S. forces from Syria. Very deliberate, very orderly, while maintaining the U.S. presence in Iraq to prevent an ISIS resurgence and to protect US interests. Un message fort asséné en visite en Syrie avec un manteau dont seul un président de la nation à la bannière étoilée peut gratifier son auditoire. Il y a une semaine, le 26 décembre 2018, Donald Trump annonçait un retrait fort des troupes états-uniennes de Syrie avec un maintien de soldats en Irak pour prévenir d'un éventuel retour de l'État islamique. Une déclaration forte, complétée par ce qui pouvait sembler paraître pour un changement de cap dans la politique internationale américaine et à plus forte raison dans sa politique au Proche-Orient. These people are going to have to start doing a lot of their own work and they're going to have to start paying for it because the United States cannot continue to be the policeman of the world. We don't want to do that. We want to protect our country. Quitter la Syrie et en finir avec Washington comme gendarme du monde, des annonces qui ont eu l'effet d'une bombe pour les néoconservateurs américains. Pour les tenants de cette tendance, un tel virage est inacceptable puisqu'il désengage les États-Unis d'un théâtre d'opération laissant la voie libre à des concurrents régionaux, en l'occurrence la Turquie, l'Iran et indirectement la Russie. Il n'en fallait pas tant pour que les critiques pleuvent au sein du camp républicain, à commencer par le candidat à la présidence de 2012, Mitt Romney, qui n'a pas hésité à définir l'action présidentielle comme facteur de trouble à travers le monde, évoquant même l'abandon des alliés du pays. Très inquiet de maintenir le Proche-Orient en état de tension, le sénateur de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, a déjeuné dimanche avec Donald Trump et a affirmé que le président était prêt à ralentir le retrait des troupes états-uniennes de Syrie. Ce sénateur a notamment fait valoir au président le risque de voir les Kurdes se faire massacrer. En toile de fond, et bien loin d'un quelconque intérêt américain pour des Kurdes de Syrie, qui plus est sont marxistes, c'est bien l'équilibre régional que Washington veut maintenir, à savoir une domination de l'espace proche-oriental par ses alliés, à savoir l'Arabie Saoudite et Israël. Il a donc été décidé par la Maison-Blanche de donner au moins 4 mois à l'armée pour le retrait des 2000 soldats présents en Syrie. D'ici là, des opérations de déstabilisation régionale orchestrées par un allié ou même par les États-Unis pourraient bien rebattre les cartes. Donald Trump, dont le discours électoral s'était résolument tourné vers l'isolationnisme, montre bien les limites qui pourraient être celles de son mandat en matière internationale. Mis sous pression par des néoconservateurs dont l'influence en matière de politique extérieure n'a pas faibli depuis la présidence de George W. Bush, le président américain montrera dans les mois à venir s'il est capable ou non d'affirmer sa propre ligne, notamment sur le dossier syrien. C'est l'une des dernières décisions judiciaires de l'année 2018 et elle est passée relativement inaperçue. Pourtant, elle pourrait peser dans l'avenir du business communautaire. L'association Vigilance Halal a connu peu avant Noël une victoire judiciaire face à l'État et indirectement face aux établissements d'abattage rituel. Olivier Frère-Jacques.
Une année 2018 qui s'est clôturée de la meilleure des façons pour Vigilance Halal. L'association qui lutte contre l'abattage rituel a remporté une victoire judiciaire sans précédent devant la Cour administrative d'appel de Paris. Après 5 années de procédure, l'État a été condamné et la Cour a estimé que Vigilance Halal était fondée à demander au préfet la suspension de la dérogation à l'étourdissement préalable. Pour parvenir à cette victoire judiciaire, l'association s'est intéressée à l'aspect normalement dérogatoire de l'abattage rituel, un caractère dérogatoire qui est rendu possible quand les entreprises font état d'un volume de commandes. Pour prouver ce besoin, chaque abattoir doit donc pouvoir fournir la preuve de ses commandes. Maître Yon, avocat de l'association, revient sur le déroulé de l'affaire. Ce que l'arrêt dit est très intéressant, c'est que à l'origine, si vous voulez, nous, on avait étudié la loi sur l'abattage rituel. Que dit la loi? La loi, elle dit que l'abattage rituel constitue une dérogation, c'est-à-dire que normalement, on doit étourdir la bête avant de l'abattre, sauf que dans l'abattage rituel, il n'y a pas d'étourdissement. Et la loi autorise cette dérogation si elle répond, si vous voulez, à un volume de commandes, à l'état des commandes. Donc chaque abattoir est tenu de tenir un registre des commandes. Donc nous, pour l'association Vigilance Halal, on avait saisi le préfet en disant merci de nous communiquer l'état des commandes. Le préfet avait rejeté notre requête, donc ce qui crée une décision implicite de refus que nous avons attaquée devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif nous a littéralement, excusez-moi pour mon langage, envoyé balader en nous disant que non, ils n'avaient pas communiqué ça relevait du secret commercial. Et là, que nous dit, nous faisons appel, et que nous dit la Cour administrative d'appel? La Cour administrative d'appel, elle annule le jugement du tribunal administratif, et elle dit qu'effectivement, nous sommes fondés à demander au préfet la suspension de la dérogation à l'étourdissement préalable, dans la mesure où il n'est pas établi que les abattoirs tiennent un registre des commandes. Outre la condamnation à 1 500 € d'amende pour l'État, la portée principale de cette décision est surtout de rappeler la loi. La portée aujourd'hui, c'est que la Cour administrative d'appel de Paris rappelle que l'abattage rituel, soit halal ou cachère, peu importe, ça reste une dérogation par rapport à l'abattage traditionnel. Une décision qui vient couronner 5 années de travail de l'association. Vigilance Halal a d'ailleurs d'ores et déjà prévenu regarder de très près l'application de la décision et se réserve la possibilité d'envoyer des huissiers. Reste également à savoir quelle sera la démarche de l'État, en l'espèce du ministère de l'Agriculture. En cas de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, il faudra attendre environ 1 année pour connaître la décision de la juridiction suprême de l'ordre administratif. En attendant, l'arrêté de la Cour administrative d'appel étant exécutoire, le préfet de Seine-et-Marne devra se prononcer dans les 2 mois sur la demande de Vigilance Halal de retrait des arrêtés autorisant la dérogation à l'étourdissement. Et à présent, passons à l'actualité en bref. La forêt n'a qu'à bien se tenir. Jair Bolsonaro est devenu mardi 1er janvier le 38e président du Brésil. C'est son prédécesseur Michel Temer qui lui a remis son écharpe lors de la traditionnelle cérémonie de transmission du pouvoir. Élu pour 4 ans, le nouveau président a fait de la lutte contre la criminalité un des points essentiels de ses promesses électorales. Le président américain Donald Trump a d'ailleurs félicité le nouveau chef de l'État pour son discours d'intronisation qu'il a jugé super. Autre soutien de taille, Benyamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu, était même présent à la cérémonie, profitant d'une visite de 5 jours dans le pays. Rappelons que Jair Bolsonaro a annoncé dès son élection sa volonté de transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'a déjà fait Donald Trump. La loi Taubira revient dans le débat alors que le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a ouvert un espace participatif depuis la mi-décembre. Le collectif ONLR, On ne lâche rien, a déposé une proposition pour qu'il y ait un véritable débat sur la loi pour le mariage homosexuel et obtenir enfin l'abrogation du texte. La proposition est consultable sur le site du CESE. Vous pouvez la soutenir. Troll à Bruxelles, Joachim Sonforget, le tout juste débarqué de La République En Marche pour ses tweets jugés sexistes sur Esther Benbassa, veut lancer son parti et se présenter pour les élections européennes. Son mouvement s'intitulera « Je suis français
et européen. Le député, qui présente une participation au vote de l'Assemblée à hauteur de 8%, explique vouloir défendre l'exemplarité des élus ainsi que la culture française de Denis Diderot à Bouba. Pour former sa liste, Joachim Sonforget a expliqué vouloir faire comme tout le monde, à savoir, je cite, « prendre des copains ou des copains de copains ». Un franc-parler détonnant qui pourrait étonner jusque dans les urnes. Migraine dès le 1er janvier. Depuis son riad à Marrakech, l'actrice et épouse de Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, a voulu publier un message pour la nouvelle année sur Twitter. Une vidéo qui vaut le détour. Feliz Año Nuevo 2019, when love comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every day your loved ones hold you tight. Oh la la la, c'est magnifique. Happy, happy. Avec ça, on en serait presque à plaindre BHL. Presque. Et cette nouvelle année ne débute pas seulement avec une casserole, mais aussi avec une soucoupe volante et un nouveau record spatial. Mardi 1er janvier, la sonde New Horizon, lancée par la NASA, a survolé l'objet céleste le plus éloigné de la Terre jamais étudié, Ultima Thule, à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Une relique glacée qui daterait des débuts du système solaire. La sonde a survécu et est entrée dans l'histoire spatiale. Sa mission était de prendre quelques 900 images. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, agrégé de mathématiques et enseignant en classe préparatoire, Christian de Molinaire publie La guerre de France, un thriller à 100 à l'heure. Je suis partisan de réactiver le statut coranique. Le statut coranique, c'était le statut des musulmans dans l'île de Mayotte jusqu'en 2010, c'est-à-dire que les musulmans qui le souhaiteraient, pas tous, ils pourraient être régis par le statut commun. Les musulmans qui le souhaiteraient pourraient dépendre de règles islamiques. Mais ces règles islamiques, évidemment, sont toujours conformes aux droits humains, en particulier l'égalité homme-femme. Et puis ce soir, vous avez également rendez-vous avec Perles de Culture. Anne Brassier reçoit Philippe Maxence, rédacteur en chef de L'Homme Nouveau, pour son hommage à Solzhenitsyn. Yves de Fromentel nous présente ensuite avec Stéphanie Bignon le domaine de Beaulieu, son château et également sa ferme. Et puis tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et à présent, c'est déjà le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. C'est la période des horoscopes pour la nouvelle année, et vous avez remarqué aussi sans doute que des gens qui tirent les cartes, quand ils ne se sont pas trompés dans leurs prédictions, vous rappellent ce qu'ils disaient l'année dernière. Eh bien, moi qui ne tire pas les cartes, avec votre permission, j'ai résolu de chercher dans les livraisons Campagnol de 2017 à l'automne 2018 ce qui annonçait ce qui arrive en ce moment et que, soi-disant, personne n'avait vu venir. Sans vouloir me hausser le col, je me permets quand même déjà de vous renvoyer à 2012 où je publiais un petit livre dont l'introduction disait exactement, je cite, « Cette France que personne n'écoute va certainement hausser le ton » et dont le bandeau de couverture disait « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». Mon éditeur déjà faisait la fine bouche. Le premier titre devant être « Éloge des braves gens » et il avait horreur de l'expression. Et les privilégiés, en général, n'aiment pas ce genre de mots. Et tous mes amis énarques, ensuite, se sont moqués de moi pendant 5 ans sous le règne débile au sens propre, faiblesse, inconsistance, de François Hollande, en me demandant où était passé ce fameux peuple qu'on n'entendait pas et que je semblais inviter dans mes livres à pousser des cris.
Ensuite, avant l'élection de 2017, j'ai passé un bon mois à rappeler qu'Emmanuel Macron se déguisait en sans-culotte alors qu'il sortait du cabinet du roi. J'ai même dit lors d'un débat télévisé, ici même je crois, que je le tenais pour un salaud, par quoi il fallait entendre menteur, compulsif, maladif, très peu fiable. Après son élection, cette chronique a fourmillé de mise en garde qui disait « Attention, le peuple a compris, on vient d'élire des gens tellement égoïstes et cupides qui sont capables d'aller bouleverser la vie quotidienne des humbles au nom du progrès et jusqu'à la révolte. » Donc, bon, pour finir, ou pour commencer, je me permets tout simplement de vous faire un pot-pourri de ce que disait cette chronique il y a un an, exercice qui est le pendant de ce que font les voyantes quand elles vous rappellent leur prédiction 2018. Bonne année 2019. Là, je me permets une observation personnelle qui est mon objet du jour d'ailleurs. Cette violence de l'administration que l'on retourne contre soi, c'est un truc d'octogénaire. Mais le gouvernement devrait se méfier parce que tout le monde n'a pas 80 ans. À 40 ans, on ne se sent pas coupable de n'être plus conforme aux nouvelles règles. On veut les faire ravaler à ceux qui les ont écrites et votées. 2 ans secrétaire général de l'Élysée, 2 ans aux finances, il ne sait pas qui a trafiqué le budget. Alors l'avoir comme président dans ces conditions est un peu inquiétant. Que peut-il encore ignorer de compromettant en ce moment et que nous n'apprendrons que dans 2 ou 3 ans? On ne sait pas. La première conclusion que j'en tire, et je vous invite à en tirer avec ce monsieur qui m'en parlait, c'est que le président de la République, au moins dans cette phrase, ne fait preuve d'aucune morale et que, pour la suite, c'est tout de même un peu inquiétant. Il disait que Macron avait l'air d'un représentant de commerce avec ses chaussures pointues et il a enchaîné sur les chaussures pointues qui lui paraissaient un signe de décadence. Ah, voilà l'un des rares points sur lesquels j'ai été d'accord tout de suite avec lui. Les époques de chaussures pointues précèdent généralement les désastres historiques. On est au regret de devoir dire aux équipes, aux élateurs, aux adeptes de la secte Macron, qui représentent 16% des Français, à tout casser, on est navré de devoir leur annoncer que le système qu'ils essaient de replâtrer en ce moment est déjà mort pratiquement. Ceux qui sont en train de finir leurs études aujourd'hui ont très bien compris que la France n'est pas une culture d'entreprise, c'est une culture tout court, et que si les gens veulent s'y réinstaller comme ça, fortune faite, c'est parce qu'on y trouve des avantages qu'on n'achète pas et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Eh bien, ils ont 20 ans aujourd'hui et ils vous décrivent, messieurs, explicitement le modèle Macron, le modèle Goldman Sachs comme appartenant au passé depuis déjà 10 ans. Ils vous disent qu'avec ses polos Ralph Lauren et ses soirées à Las Vegas, Emmanuel Macron est un dinosaure. Et ça fait plaisir à entendre. En France, et tu as certainement remarqué que parmi les grands archétypes dans notre pays, il y a l'opposition éternelle entre un type blond, méprisant, séduisant, diplômé, bon nageur, sportif, au regard clair, mais menteur et voleur, en tout cas vaniteux, et un autre type, brave, rondouillard, sans aucun attrait autre que son intelligence et sa bonté. Et Macron a probablement très bien compris qu'il faisait partie physiquement, et un peu par ses manières aussi, de la race des Thierry Lhermitte dans le dîner de cons, contre une France à la Jacques Villeray, une France qui ne pourrait jamais lui faire confiance sur sa bonne mine, parce que justement, elle a appris la méfiance contre ce genre de type. Une méfiance qui n'exclut pas la fascination d'ailleurs, hein. Il suffit d'écouter les sketchs de Gad Elmaleh, où il a réintroduit la figure éternelle du type qui énerve le peuple en France, et qu'il appelle le blond. Le blond fait toujours tout très bien, il est bien vêtu, il a de beaux pieds à la piscine, mais sa valeur morale est très douteuse. On retrouve le même personnage dans Les Bronzés, et c'est toujours l'ermite. Alors quoi, tu vas me demander? Eh bien, ai-je conclu en sachant très bien qu'en homme de casting, il n'allait pas me donner entièrement tort, pour décrocher le rôle du président quand même, malgré l'aversion, fascination des Français, il ne pouvait pas compter sur ses seules qualités, sur ses seuls avantages, il fallait qu'il discrédite l'adversaire. Et là, j'ai senti que mon ami était vaguement séduit par ma thèse, parce qu'il m'a dit, si c'est vrai, le peuple va réagir comme Jacques Villeray ou Coluche dans les films, et le méchant au regard clair sera démasqué, voire humilié à la fin. Ça reste à voir, mais le scénario se tient.